Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, le marché de Yakassé à Tobrou a officiellement été remis aux populations par Patrick Hachi. Un marché de proximité qui s'inscrit dans la phase 2 du programme social du gouvernement. Dans le village d'Ebimpe, les acquéreurs de l'eau et la chaufferie sont à couteau tiré au cœur des grincements de dents qui se font entendre. Le projet de pôle urbain d'Ebimpe, les précisions de la chaufferie à suivre dans ce journal. Dans les villages et autres endroits reculés de Côte d'Ivoire, nombreuses sont les femmes dont le savoir-faire et la détermination contribuent à la vie socio-économique. C'est le cas des femmes de Kangrassou, un village situé dans la ville de Dembokro. Des femmes qui ont fait de la poterie l'identité même de ce village. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et quel meilleur choix pour vous informer. Les livraisons des marchés de proximité se poursuivent. Après celui de Divo, le 1er mars, les populations de Yakassé à Tobrou ont reçu les clés de leur marché ce lundi. C'est Patrick Hachi, le ministre conseiller spécial du président Ouattara, qui a procédé à cette remise. Ce marché de proximité a pour objectif de rapprocher le vivrier, vous allez le voir, des populations afin de lutter contre la cherté de la vie. Les précisions de Pierre Dipomela et Eric Kimou. Ambiance de fête pour les populations de Yakassé à Tobrou, dans la région de Lamé. Le marché de proximité qui leur avait été promis par le gouvernement est prêt pour le service. L'inauguration, suivie de la remise des clés aux commerçants, a eu lieu en présence des cadres de la région. Un programme qui vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés afin de faire baisser les prix. Il est ressorti des rencontres avec les acteurs que le sous-secteur de la commercialisation et de la distribution des produits vivriers fait face à de nombreux défis, notamment les défis liés à la collecte, au groupage et à la mise en marché des produits vivriers, les défis liés au stockage et à la conservation des produits, notamment ceux facilement périssables, les défis liés à la disponibilité des infrastructures de groupage, obligeant les commerçants grossistes à parcourir plusieurs localités avant d'obtenir un chargement plein pour un camion de ne serait-ce 20 tonnes. Ce marché dit de gros nous évitera d'effectuer de longs déplacements avec tous les risques encourus car tous nos besoins seront satisfaits ici même. Il motivera les femmes et les jeunes de Yakassé à Tobrou à s'inscrire massivement dans les projets agricoles initiés par le gouvernement à travers les ministères techniques afin de produire davantage car les produits seront vendus et achetés sur place dans ce marché. Le président du conseil régional de Lamé, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara, a dit sa satisfaction. Il a invité les coopératives, les commerçants et la population de Yakassé à Tobrou à tirer le meilleur profit de cette infrastructure économique. Ce site que vous voyez est un site qui est extrêmement important et qui va véritablement changer la donne au niveau de la région concernant la production des denrées vivrières par nos mamans, nos sœurs, nos mères. Leur permettre de produire plus, de gagner plus et donc d'améliorer véritablement les revenus et la qualité de vie, réduire ainsi la pauvreté qui est l'objectif in fine du président de la République et du gouvernement. La réalisation de ce marché de proximité s'inscrit dans le cadre du PS-Gouv 2, le programme social du gouvernement, une des composantes qui vise la construction de 155 marchés de proximité à travers le pays. La phase pilote porte sur 40 marchés, dont 16 déjà réalisés. On arrive à ce qui ressemble à un litige foncier dans le village d'Ebimpe. Les acquéreurs de l'eau et la chaufferie sont à couteau tiré. Au cœur des grincements de dents, le projet de pôle urbain d'Ebimpe, un programme appelé à faire de ce village une exception du phénomène décrié de l'urbanisation non contrôlée. Seulement voilà, le projet suscite d'énormes incompréhensions. Certains craignent même d'être expropriés de leurs terres. La précision de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Nord-est d'Abidjan, Ebimpe. Sur cette parcelle de 800 hectares, jouxtant le stade olympique Alassane Ouattara, doit voir le jour le pôle urbain d'Ebimpe. Un projet ambitieux qui perturbe quiétude et sommeil de ses acquéreurs. Appelés à quitter les lieux où ils ont acquis des lots depuis au moins une décennie, avant que la zone ne prenne de la valeur, ils sont désormais debout pour interpeller et plaider leur cause. Nous appelons les autorités compétentes à nous aider à trouver une porte de sortie à l'amiable. On n'est pas là pour
fait une démonstration de force. Nous sommes des humbles personnes qui ont acquis leur parcelle de manière débrouillarde. Mais aujourd'hui, fort est de constater que des gens nous empêchent d'avoir accès à notre terre. Franchement, c'est difficile. Que les autorités se penchent sur notre question. Au village, des grincements de dents ne laissent pas indifférent le leader traditionnel, engagé à faire des Bimpé l'exception de l'urbanisation non contrôlée. Notre village, c'est à nous donc d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter donc des infrastructures pour bonifier le village, pour le rendre donc au niveau auquel l'État donc l'accompagne. Nous avons décidé donc de construire ce que nous appelons le pôle urbain des Bimpé. Sur le terrain, le projet fait des mécontents qui crient à l'expropriation. Non, ce n'est pas vrai. On n'est pas là pour faire des injustices. Nous savons fort bien qu'à l'intérieur, il y a des propriétaires terriens qui ont cédé leurs parcelles à d'autres personnes. Il y a ces personnes-là, effectivement, qui ont acquis donc des terrains qui sont donc installés dans le village. On a ouvert donc une liste à la permanence pour recenser donc toutes ces personnes. Divisés par le programme, les partis pourraient bientôt se retrouver à la table de la négociation. Avant, le chef fait des précisions et des concessions à travers 2 propositions de sortie de crise. Première proposition, c'est de dire, proposons de vous racheter votre terrain à 7 000 francs le mètre carré. Deuxième proposition, vous dites, nous, c'est la terre qui nous intéresse, c'est un terrain qui nous intéresse parce que nous voulons construire. En ce moment-là, nous avons développé à proximité du lycée professionnel un espace qui fait à peu près donc, 150 et 200 hectares. On est en train d'affiner. Ceux qui ont déjà construit et qui ont acquis des terrains avec les propriétaires terriens dans des conditions normales, on va reconstruire donc le truc à l'identique. Les autres, ou qu'on a trompé parce qu'on est allé faire donc des papiers dans un village qui n'est pas le village des Bimpé, avec un monsieur qui a fait du faux, on va voir quelle solution on trouve, que tout le monde vienne et qu'on discute pour voir donc les solutions. Rien n'est impossible. Et Bimpé, faut-il le souligner, doit l'explosion de son foncier à plusieurs infrastructures majeures, dont le stade olympique et le lycée professionnel. À celles-ci vont s'ajouter le futur marché de Gros et la cité olympique. Si vous êtes à Abidjan ou dans des villes du sud de la Côte d'Ivoire, préparez-vous à avoir des coupures d'électricité ces prochains jours. Ils sont dus aux travaux de rehaussement de la ligne des pylônes au niveau de l'échangeur en construction à Faya, c'est dans la commune de Cocody. Un rehaussement de pylônes qui devrait atteindre une hauteur de 8 à 10 mètres, voire plus, afin de garantir la sécurité aux populations. C'est ce que nous montre Salif Yalekwe. Abidjan-Cocody, boulevard Germain Kofi Gado. Ici, au quartier Faya, un échangeur qui sera ouvert bientôt à la circulation. Avant cette étape, plusieurs travaux sont nécessaires dans le rehaussement de la ligne pour garantir la sécurité des usagers. Pour l'exécution des travaux, en collaboration avec tous les acteurs qui sont Côte d'Ivoire Énergie, la CE, le BNET, qui est le bureau de contrôle, l'entreprise principale, John Cockerill, et son sous-traitant Jou Énergie, qui sera chargé de déplacer effectivement ces travaux. Là, on a pratiquement 8 mètres 50 à 9 mètres qui ne garantissent pas les conditions de sécurité. Donc, avec les principaux acteurs, nous allons rehausser ces pylônes pour permettre aux usagers de circuler convenablement. Des travaux qui seront réalisés 24 heures sur 24 vont engendrer des perturbations de l'électricité dans plusieurs endroits du pays. Ces travaux-là, comme je dis, nécessitent le retrait des lignes électriques qui sont là. Et ça a un impact sur la conduite donc, du réseau. Et ça peut entraîner donc, des perturbations. Mais nous rassurons donc nos populations qu'au niveau de la compagnie ivoirienne d'électricité, nous avons pris les dispositions pour que ces perturbations-là soient minimisées et que, éventuellement, si on en avait, que nos collaborateurs soient très réactifs pour permettre de rétablir la situation. Les risques les plus importants, c'est les risques d'électrisation ou d'électrocution. On a également des risques d'incendie qui peuvent se produire. Et donc, c'est vraiment les 3 risques majeurs qu'on peut avoir avec ces lignes.
Les travaux vont se dérouler jusqu'au 5 avril prochain, avec un impact sur plusieurs communes d'Abidjan, notamment Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Trècheville, ainsi que certaines localités envoisinantes, telles que Bonois, Abrobakro, Bassam et Assini. Et puisque nous parlons d'échangeurs, 5 jours après son inauguration, l'échangeur du carrefour Akwaba, dans la commune de Port-Boué, n'est pas encore parvenu à fluidifier la circulation sur l'axe Abidjan-Bassam. Les automobilistes, vous allez le voir, se plaignent de bouchons interminables à certaines heures. Selon la responsable de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, ces embouteillages sont dus à des travaux sur l'axe, notamment ceux de l'échangeur de Koumassi et du métro d'Abidjan. Le constat de Nikema Moussa et Tanguy Kona. Échangeur du carrefour Akwaba, situé dans la commune de Port-Boué. Inauguré ce mercredi 19 mars dernier, l'édifice a pour but de fluidifier la circulation sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. Quelques jours après sa mise en service, son impact n'est toujours pas visible selon les usagers. C'est un bel ouvrage, on ne le cache pas. Maintenant, sur le plan de la circulation, vous constatez que c'est pas encore fluide. Ouais, c'est encore bouché. Bon, venant là, c'est souvent. Sinon, en partant les matins, là, c'est la même chose là. En haut comme en bas, on ne peut pas. Moi-même, depuis le matin, même maintenant, je fais mon deuxième voyage. Moi, maintenant, un changement, même vraiment, c'est pas ça, moi, je constate. La voie passe de 3 voies à 2 voies, ensuite 3 voies, ensuite 2 voies. Donc tout ça, ça crée l'embouteillage en fait. Donc je pense qu'on doit finir complètement les travaux là pour que la voie soit vraiment dégagée, pour que ça puisse... Parce que là, ça fait 1 heure qu'on est dans l'embouteillage, c'est pas facile. Dans le sens Koumassi-Port-Boué, on note une meilleure satisfaction des automobilistes. Selon le chef de projet, ces embouteillages sont dus aux travaux de l'échangeur du grand carrefour de Koumassi et celui de la première ligne du métro. Il se trouve qu'en ce moment, et comme vous le savez, plusieurs projets sont en cours dans la zone. En l'occurrence, donc la construction d'un flyover également au niveau du carrefour du grand carrefour de Koumassi, et la ligne 1 du métro qui passe dans cette zone et dont les travaux sont en cours également dans cette zone. C'est autant d'éléments qui modifient le plan de circulation au carrefour Akwaba et dans son périmètre immédiat. Il invite par ailleurs les usagers à la patience et assure que l'ouvrage est conçu pour recevoir le maximum de flux de véhicules. Nous avions donc des voies en 2x2 voies qui se raccordaient à un giratoire avec 2 voies. Et un giratoire qui était relativement petit, donc une capacité d'absorption de véhicules relativement petite. Aujourd'hui, nous avons des voies, comme par exemple l'ouvrage principal auprès duquel nous sommes arrêtés, qui est construit en 2x3 voies, donc qui permet d'absorber tout le flux qui vient du boulevard Félix Houphouët-Boigny en direction du Bassam et vice-versa. Et nous avons un giratoire au sol qui est 2 fois, voire 3 fois plus grand que celui que nous avions, mais avec 3 voies de circulation et les autres voies transversales, en l'occurrence le boulevard de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et le boulevard Aka-Angui, sont réalisés en 2 fois. Le coût total du projet s'élève à 31,2 milliards de francs CFA. Le jeûne musulman et le carême chrétien sont des périodes de spiritualité et de dévotion. À Abidjan, ces moments de pénitence sont marqués par des transformations profondes dans le quotidien des commerçants et des travailleurs. Moins de clients dans les restaurants en journée ou encore une fréquentation réduite dans les transports. Face à ces changements dans les habitudes des Ivoiriens, comment s'organisent les commerçants, mais aussi les transporteurs? C'est ce que Faltia Koulibaly et Joseph Zekré sont allés savoir. Ici, aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, Dr Roukou est bien connu des amateurs de garba. Ce plat ivoirien à base d'atiéké et de poisson frit fait partie des mets incontournables de la street food locale. Depuis 2011, il fait tourner son commerce avec une équipe de 8 employés. Mais en cette période où le jeûne et le carême coïncident, son activité connaît un net ralentissement. Avant le carême, à cette heure-là, on n'a pas de place ici. Voilà. Mais pendant le carême, vous voyez, 13h00, voilà, ça sort, mais pas goutte. C'est une clientèle qui a replié. Donc voilà, le soir, c'est pas tout le monde qui prend le gaba pour la rupture. Le carême impacte même sur l'activité, pas un peu. Direction Adjamé, où Laetitia tient un restaurant en plein air. Ici,
le constat est le même, un ralentissement notable de l'activité. À peine quelques clients attablés, une situation inhabituelle pour cet endroit qui, en temps normal, grouille de monde. Avant le mois de Ramadan, on pouvait faire par jour 8 cartons, 9 cartons par jour de poissons. Mais avec le temps de carême, on a baissé à 4 cartons de poissons. Mon chiffre d'affaires a diminué parce que là, malgré qu'il y a diminué là, les personnes que j'emploie là, je donne les salaires normalement. Le marché se fait normalement, tout se fait normalement. Donc ça fait que là, je vends un peu à perte au fait. Nous sommes satisfaits, c'est encore plus intéressant du fait que le prix baisse. D'une partie, nous, ça nous arrange. Donc le prix baisse et on est toujours satisfait en fait, de nos commandes que nous effectuons. Pour s'adapter, Laetitia mise aussi sur les heures du soir, où la fréquentation reprend un peu. Mais cela ne compense pas totalement la baisse des ventes enregistrées en journée. Toujours à Adjamé, mais cette fois à Williamsville, c'est dans le transport que l'on retrouve Sinali, conducteur de minicar, communément appelé Gbaka. Il exerce cette activité depuis près de 10 ans. Lui aussi ressent l'effet du jeûne et du carême sur son quotidien. Où on dit 5h30, 6h, nous on est déjà positionnés. Maintenant c'est la clientèle. Au fur et à mesure que l'heure avance, la clientèle sort un peu. Au moins 8h, 9h comme ça. Voilà, là les activités, ça commence bien. Sinon très tôt le matin, il n'y a rien. Cette période de haute portée spirituelle chez les chrétiens et musulmans enchaîne une baisse d'activité pour de nombreux commerçants et travailleurs. Moins de clients dans les restaurants, moins de déplacements en journée. Toute chose qui exige une adaptation nécessaire pour maintenir un niveau de revenu acceptable. Loin de baisser les bras, ces acteurs font preuve de résilience. Ils réorganisent leurs horaires, ajustent leurs offres et patientent jusqu'à la fin de cette période spirituelle où la vie économique reprendra son rythme habituel. Eh oui, ces commerçants et transporteurs devront entendre encore quelques semaines. Et puisque nous parlons de jeunes, justement, à la Bibliothèque nationale d'Abidjan, le coordonnateur principal du RHDP au plateau a offert une rupture collective de jeunes aux musulmans et aux chrétiens de la commune. Selon Dramane Ouattara, ce moment de partage était un beau prétexte de prier non seulement pour la paix dans le pays, mais aussi pour des élections apaisées en octobre prochain. Le récit. La Bibliothèque nationale d'Abidjan-Plateau, dans les habits de restaurant du cœur. Sur les lieux, pour ce moment de partage et de convivialité, fidèles musulmans et chrétiens, tous hôtes, du coordonnateur principal du RHDP, Ouattara Dramane Odé, et attablés autour de repas copieux, symbole de l'unité et la cohésion sociale. Un élan de cœur, salué par les guides religieux des deux communautés, dans le mois de pénitence coïncide. Un signe pour faire triompher les valeurs d'amour, de fraternité et de solidarité, et élever ensemble des prières pour la paix dans le pays, à quelques 7 mois du prochain scrutin présidentiel. Cette année est une année électorale, avec divers enjeux. Ici et là, on entend parfois des messages qui ne sont pas bons pour la paix. Donc nous avons donc organisé cette année notre rupture collective sous le triple sceau de la solidarité, de la cohésion et de la paix. C'est un signe fort de communion. Et ce signe fort de communion-là ne doit pas s'arrêter simplement à une amitié fraternelle de table. Ça doit aller jusqu'au fond des cœurs pour créer vraiment cette union, cette cohésion, ne serait-ce que dans les cœurs d'abord et ensuite dans les esprits, pour que nous puissions parler toujours le même langage, le langage de l'unité, de la paix, de la cohésion. Et c'est ce que Dieu nous demande. Le fait que le jeûne musulman et le carême chrétien coïncident, c'est une manière de nous dire que nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors, si nous sommes des créatures de Dieu, nous ne devons pas perdre à l'esprit que Dieu, il est celui qui est vivant, qui veille sur tout et qui regarde ce que nous faisons. Malgré la différence d'ethnie, de religion, nous devons garder à l'esprit l'essentiel qui est la terre de la Côte d'Ivoire. Outre le partage de repas, ce rendez-vous de prière œcuménique a été meublé de dons de kits, de rupture de jeûne et de carême. Un autre baume au cœur, des convives.
Et en ce mois de mars, nous poursuivons nos reportages dédiés à ces femmes qui bougent les lignes. Et je vous emmène ce soir dans le village de Kangrassou, une petite localité située à Dembokro, où des femmes développent l'économie locale grâce à la poterie. Oui, vous avez bien entendu, dans ce village, la poterie est une connaissance que l'on transmet de mère en fille. L'activité, tenue donc essentiellement par les femmes, est devenue l'identité de Kangrassou. Un sujet de nos petits reporters, Nadia Eja et Eric Kimou. Kangrassou, village situé dans la préfecture de Dembokro, au centre du pays. Le soleil s'est à peine levé que ces femmes sont déjà en marche pour une journée bien remplie. Ce matin, pas de travaux champêtres, mais plutôt la fabrication de poterie. À quelques mètres du village, c'est ici qu'elles retirent l'argile. Cette étape constitue le début du processus. À l'aide de pioches, d'abats et autres outils rudimentaires, elles font le plein des cuvettes, non sans difficulté. On vient, on nettoie les herbes d'abord, avant de pouvoir enlever le sable qui est dessus. On enlève le sable, il faut creuser. Tu viens, tu creuses même là, tu tombes sur caillou, tu ne peux plus enlever. Il faut pouvoir aller creuser un autre trou pour pouvoir trouver de l'argile. En tout cas, ce n'est pas facile pour les femmes. La charge sur la tête, elles reprennent le chemin en chantant. Une façon de se motiver face à la tâche ardue. De retour au village, l'argile est séchée au soleil, réduite en poudre à l'aide d'un mortier, puis tamisée pour obtenir une matière plus fine avant d'être humidifiée. Là, c'est trop pâteux. Ça ne pourra pas modeler. Donc, on met encore un peu de poudre d'argile pour rendre la pâte plus dure. Au toucher, on reconnaît la bonne texture. C'est avec cette pâte d'argile compacte que sera monté le pot. Petit à petit, l'objet prend forme. On met une petite assiette qui sert de base avant de monter l'argile. Sinon, ça ne peut pas être posé. Je dépose la pâte au fur et à mesure pour que le canari prenne forme. Et après, je polis l'extérieur avec un bois. J'ai commencé depuis toute petite en apprenant aux côtés de ma mère. Le pot, fraîchement fabriqué, reposera au soleil, puis sera retiré du récipient ayant servi de base, avant une autre étape importante. On enlève les bas et puis on arrange pour que ça devienne lisse. On tape avec les bois et puis les trous fermes. Pour la solidification, le pot est pré-cuit sur un foyer traditionnel, avant d'être mis dans un plus grand feu créé à partir de branches de rognier. Des assiettes, des couscoussiers, des casseroles, des carafes, des gobelets. Les récipients qui sortent des mains de ces artisanes de Kangrassou sont variés, de même que leurs fonctions. Il y a plusieurs sortes de canaris. Ça, c'est genre, on met de l'eau. Voilà. Voilà, on met de l'eau dedans et puis voilà l'eau. Et puis on prend pour boire. Et là, ça refroidit bien comme dans le congélateur. Un ancien, voilà nos congélateurs. C'est ça, nos mamans prennent pour accueillir les étrangers. Ces objets en terre cuite sont achetés par des revendeurs originaires de toute la Côte d'Ivoire. Si ces potières arrivent à écouler leurs produits, elles aimeraient voir prospérer davantage leur activité. On veut que l'État nous aide à faire une commercialisation de notre canari. Nous, on va aussi aller vendre à Dembokro. Bon, en partant, on met dans le taxi les canaris sur 4. Pour enlever l'argile, on a beaucoup de problèmes. Donc, on veut un aide. Un aide. Bon, pour transporter aussi, on veut un aide de 3 roues. Là, on prend, on ramasse pour mettre ici. Afin de les accompagner, un premier pas a été posé par le gouvernement à travers le ministre du Tourisme et des Loisirs. Un espace dédié à la cuisson et à l'exposition des poteries est sorti de terre. Il devra être fonctionnel dans les meilleurs délais pour accélérer l'autonomisation de ces femmes, déterminées à avoir dignement leur pain quotidien. Et avant de refermer la porte de ce journal, sachez que nos éléphants footballeurs continuent leur périple
vers la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire a battu ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny la Gambie sur un score d'1-0. Le seul but de la partie était l'œuvre de Sébastien Haller. Prochain rendez-vous très important pour les éléphants en septembre et ce sera contre le Gabon. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont participé à son élaboration. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.